C'est l'histoire d'une improbable amitié. D'un côté, cet ancien policier, de l'autre, un homme au cœur d'une très mystérieuse et retentissante affaire de disparition. Au volant, Cyril Mardinker. Il y a 8 ans, alors qu'il joue en ligne sur son téléphone, il est contacté par hasard par un autre joueur, un Français, un certain Cédric Jubilard. Au fur et à mesure que nous avons joué ensemble, on a sympathisé via les réseaux. Et puis ensuite, on a commencé à s'appeler par téléphone, puis en visio. Et petit à petit, il a pris l'habitude de me raconter sa vie. C'était quelqu'un qui était assez seul au fond. Au fil des années, Cédric Jubilard se confie, raconte ses déceptions, décrit le couple qu'il forme avec Delphine. Une relation de confiance se noue entre les deux hommes, mais en décembre 2020, tout bascule. Je suis dans mon salon, on est en train de manger. J'ai BFM TV en fond. Et là, je vois apparaître disparition d'une femme, Delphine Jubilard, et je vois la photo de Delphine à l'écran. Donc, dans la foulée, bien évidemment, je prends contact avec Cédric. D'abord, j'essaye de l'appeler, il ne répond pas. Ensuite, je lui fais un message par Messenger, et là, il me répond. Il me répond un truc du genre « oui, c'est horrible ». Cyril et Cédric continuent leurs échanges jusqu'à l'incarcération de ce dernier 2 mois plus tard. En prison, Cédric Jubilard aurait raconté à un codétenu avoir tué sa femme. Mais pour l'ancien policier, son ami est incapable de commettre le crime parfait dont il se vante. Il n'aurait fait que se construire un personnage, celui d'un tueur à l'intelligence hors norme, capable de tromper les enquêteurs. Je me dis qu'il n'est pas capable matériellement d'avoir pu monter toute cette affaire et de ne pas se faire prendre. Comme il était mis sous le feu des projecteurs et que c'est ce qu'il a toujours voulu en soi depuis qu'il est enfant, il s'est retrouvé grisé par cette notoriété nouvellement acquise, tombée du ciel. Il a un comportement qui est surtout revanchard. J'étais Cédric Jubilard que personne ne connaissait, que personne ne voyait. Aujourd'hui, je suis Cédric Jubilard. Je suis la personne que toute la France connaît. Cette version, celle d'un homme en mal de notoriété empêtré dans ses mensonges, se heurte frontalement à un autre récit. Celui de Justine, dernière compagne de Cédric Jubilard, avec qui il a entretenu au parloir une relation de plusieurs mois, à partir de l'automne 2024. Voici ce qu'elle raconte dans les colonnes du Parisien. Il m'a dit avoir étranglé Delphine et a même imité sur moi le geste. Il s'est placé dans mon dos, il a posé une main sur mon front et fait une clé de coude avec l'autre bras disponible. Il m'a expliqué avoir caché le corps sur une exploitation agricole. Il connaissait ce lieu depuis 1 mois. Il m'a fait comprendre qu'il avait eu le temps de préparer le lieu où il l'a enterré et qu'il s'était servi pour cela d'une pioche. Pas le soir même, mais bien avant. Qui est vraiment Cédric Jubilard? Un homme accusé à tort, un affabulateur ou un dangereux tueur? Les enquêteurs ont tout tenté pour obtenir des aveux, en vain. Une chose est certaine, dès le début de l'affaire en décembre 2020, il a été le suspect numéro 1. Toujours aucune trace ce matin de cette mère de famille de 33 ans disparue il y a pratiquement une semaine à Cagnac-les-Mines dans le Tarn. De nouvelles perquisitions aujourd'hui au domicile de Delphine Jubilard. Perquisition en présence du mari de la jeune femme et pour l'occasion, la gendarmerie avait fait appel à l'IRCGN, l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale. Les hélicos qui tournent, les gendarmes qui tournent, on ne sait rien, il n'y a rien qui filtre, mais on les voit en permanence. Delphine ne serait jamais partie sans ses enfants. Jamais. Son coup de théâtre dans l'affaire Delphine Jubilard. Son mari a été interpellé ce matin. Les enquêteurs auraient mis en évidence des incohérences dans le récit du drame ainsi qu'un possible mobile. Monsieur Cédric Jubilard a été mis en examen pour homicide volontaire par conjoint. À chaque fois que la justice a trouvé un coupable avant de le chercher, elle a commis une erreur judiciaire. Il sait mentir, il sait très bien mentir.
S'il était capable de faire ça, il est capable de jouer avec les flics, ouais. Ils n'ont toujours pas de traces de sang, ils n'ont toujours pas de scène de crime, ils n'ont toujours pas de corps. Ils n'ont rien. Cagnac-les-Mines, 2500 habitants. Une commune rurale sur les hauteurs d'Albi. Ce 15 décembre 2020, Delphine Jubilard est en congé. Cette infirmière de nuit peut enfin souffler un peu, alors que le pays sort avec précaution de la deuxième vague du Covid. Les mesures de confinement laissent place au couvre-feu. Un Noël presque normal approche. Delphine Jubilard avait déjà programmé les fêtes de fin d'année, tout était calé avec sa famille, elle avait des rendez-vous un peu plus tard aussi, notamment à la banque. Un Noël comme les autres. Un Noël auprès de ses bébés, à la maison. Elle avait acheté les cadeaux? Oui, à l'avance. Ah oui, ok. Elle avait tout calculé déjà. Aucun signe d'un comportement étrange. Avec Amy, elles étaient très proches. Elles se sont rencontrées il y a quelques années à l'école de la commune où leurs enfants sont scolarisés. La jeune femme a accepté pour la première fois de nous raconter ce qu'elle sait sur l'affaire. Du jour précédant la disparition, un mardi, elle se souvient des messages qu'elles ont échangés à propos de leur petit rituel entre copines. Il y a eu le texto du café, où j'ai dit ça serait bien qu'on se fasse un petit café pour qu'on puisse discuter, quoi. Et donc sur le groupe, elle a dit oui, elle était contente. Donc c'était le café du matin qui était prévu pour le jeudi. Mais Delphine disparaît dans la nuit du mardi au mercredi. Pour retracer ce qui s'est passé ce soir-là, les enquêteurs disposent des déclarations de Cédric Jubilard, le mari de Delphine, et de celle de leur fils aîné, Louis, alors âgé de 6 ans. Cédric Jubilard dit que c'était une soirée tout à fait normale, cool, bien passée, un petit repas. Il explique que Delphine et leur fils vont regarder la télévision pendant que lui va jouer à des jeux sur son téléphone. Il explique qu'il va aller promener les chiens, qu'il va fumer à l'extérieur de la maison et puis qu'il va aller se coucher vers 22h30 à peu près, dans la mesure où il doit se lever le lendemain à 6h ou 6h30 pour aller travailler. Le petit garçon va au lit un peu plus tard. Il décrit avec précision le dernier numéro de l'émission de télécrochet « La France a un incroyable talent » qu'il a regardé avec sa mère ce soir-là. Il se termine à 22h59. Tout se joue donc dans un créneau de 5 heures. Car à 4h pile, en pleine nuit, le mari de Delphine envoie un message groupé aux copines de sa femme. Delphine a disparu. Je l'ai appris par Cédric sur le groupe qu'il avait créé pour son anniversaire, surprise. Où il nous dit tout simplement qu'elle n'est plus à la maison. Si elle est chez l'une d'entre nous, qu'on le lui dise, quoi. Coucou. Quelqu'un a vu Delph? Je la cherche partout. Je veux juste savoir si tout va bien. Elle est chez toi? Deux amis lisent alors ce message. Elles lui répondent en privé que Delphine n'est pas chez elle. 9 minutes après cette première alerte, Cédric Jubilard téléphone aux gendarmes. Il pleure, c'est un homme en panique. C'est un homme en panique qui appelle la gendarmerie. Alors il dit qu'il vient de faire le tour de la maison et qu'elle n'est plus là. Qu'il a essayé de la joindre à plusieurs reprises. C'est une conversation assez rapide. Il signale que sa femme a disparu, c'est pas habituel. Il signale également qu'ils sont en instance de divorce, mais d'après lui, ça se passe bien. Deux gendarmes se présentent à leur domicile à 4h50.
Cédric Jubilard les reçoit en pyjama panda. Bon, premier coup d'œil, succès dans la maison, tout se passe bien, pas de scène de lutte. Sur Cédric Jubilard, il n'y a pas de traces de blessure non plus, tout paraît en ordre finalement. Les gendarmes inspectent les environs. Au petit matin, aucune trace de Delphine. Son mari a tenté de la joindre près de 200 fois. Vers 8 h, il se rend à la gendarmerie pour faire sa déclaration de disparition inquiétante. C'est sa première audition. Cédric Jubilard va expliquer qu'il se réveille aux environs de 3h30 du matin parce que sa petite fille est en train de crier parce qu'elle aurait perdu la tétine, donc elle pleure. Delphine n'est pas dans le lit avec lui, donc il va aller dans le salon, il va constater qu'elle ne s'est pas endormie comme elle le fait parfois sur le canapé en regardant la télévision. Il explique avoir fait le tour de la maison, avoir regardé dehors, avoir constaté que les chiens sont à l'extérieur, ce qui n'est pas habituel puisque la nuit, ils étaient placés dans le garage, surtout l'hiver. Donc tout de suite, ce détail ouvre une piste, c'est-à-dire que peut-être Delphine serait allée promener les chiens à l'extérieur, puis elle aurait peut-être fait une mauvaise rencontre. Une hypothèse qui intrigue les gendarmes. Car leur enquête de voisinage leur apprend vite que dans le quartier, on ne voyait jamais Delphine promener les chiens. Michel peut en témoigner. Sa maison est la plus proche de celle des Jubilard. Moi, ça me surprend beaucoup, parce qu'elle ne s'en occupait pas des chiens. C'était Cédric qui s'en occupait. On ne l'a jamais vu sortir les chiens seul le jour. Et donc, ça m'étonnerait qu'elle sorte la nuit. D'autant plus depuis que la chienne avait fait des petits, là, elle était... Je pense que les chiens, elle en avait par-dessus la tête. Pourquoi cette piste improbable? Les enquêteurs se méfient très vite des déclarations de Cédric Jubilard. Ils essaient d'en savoir plus sur le couple. Bon, les gendarmes nous ont questionnés peut-être 4 ou 5 heures, mais on ne sait rien. Le soir, quand les portes sont fermées, ce qui se passe derrière, on ne sait pas. Les gendarmes gardent à l'œil le mari de Delphine. Mais dans l'urgence, ils fouillent Cagnac-les-Mines. Les jardins, les puits, les fossés. Chaque habitant ou presque a droit à sa petite visite. On les fait toutes les maisons des rues. Le téléphone, oui. Ouais, je me doute, hein. Allez, ciao. Pendant ce temps, l'inquiétude monte petit à petit chez les amis de la disparue. Un procès retentissant vient alors de s'achever à l'autre bout de la France. Il est dans toutes les têtes. Une d'entre nous m'appelle en me parlant de l'affaire Daval, où là, là, je commence un peu à paniquer et à me dire, bon, quand même, ça se passe qu'à la télé, tout ça, ça peut pas se passer chez nous. Pour nous, elle était sortie, elle s'était fait mal. Et il fallait aller la sortir, peut-être qu'elle était dans un ravin, qu'elle était, je sais pas. Après le travail, on a dit, bon, allez, lampe frontale, on y va, on va la chercher. Donc c'est en arrivant devant chez elle qu'à ce compte-là, là, les gendarmes, du coup, nous ont dit, bon, vous allez être vous aussi auditionnés, du coup. Delphine Jubilard est-elle partie volontairement? A-t-elle été enlevée? A-t-elle eu un accident? Les gendarmes vont envisager toutes les pistes, mais celle qu'ils privilégient, c'est celle de son mari. Car ils savent que Delphine s'apprêtait à refaire sa vie. Cédric et Delphine Jubilard, c'est l'histoire d'un couple ordinaire. Une rencontre au sortir de l'adolescence lors d'une soirée d'anniversaire. Elle est encore au lycée, lui est apprenti dans le bâtiment. C'est un amour très jeune, presque un premier amour pour les deux, et aussi une vie qui va assez vite.
Ils s'installent assez vite ensemble. Il y a aussi ce mariage très classique où clairement on sent qu'ils ont envie de montrer leur bonheur à tout le monde. Je crois que Cédric Jubilard est assez fier d'être avec une jeune femme comme Delphine, qui est jolie, qui a un métier sérieux, qui est très douce. Lui a une personnalité un peu plus débordante, il est un peu plus exubérant, beaucoup dans la provocation. Et c'est vrai que pour beaucoup, c'était un couple un peu détonnant, mais qui semblait fonctionner. Pour les enquêteurs qui découvrent le profil de Cédric Jubilard, c'est une évidence. Le jeune homme a l'art de se faire remarquer. Il consomme beaucoup de cannabis et ne s'en cache pas. Il se brouille aussi régulièrement avec ses voisins. Dans ce quartier où le couple a vécu les premières années, plusieurs d'entre eux témoignent hors caméra de son tempérament bien trempé. Pour l'anecdote, selon eux, il a même laissé ses traces de main, du cambouis étalé sur le mur de sa voisine avec qui il était en conflit. Une réputation de forte tête que confirme un ancien collègue que nous avons joint par téléphone. Oui, bonjour monsieur. Cet homme a travaillé sur des chantiers avec Cédric Jubilard tous les jours pendant plusieurs années. Romain, c'est un gros fanfaron, c'est quelqu'un qui a peur de rien quelque part. Il a un sale caractère en fait. Ouais. Moi je le trouve adorable après. Franchement, je crois que j'ai eu besoin, il était là aussi. Il n'a pas que des mauvais côtés. En fait, c'est quelqu'un, voilà, il est gentil avec les gens qui le respectent. Si on ne le respecte pas, il peut être très mauvais, quoi. Même un client, il était capable de l'insulter. Au fil du temps, Cédric Jubilard s'est confié à son collègue sur son passé. Sa mère l'a eu très jeune. Il a été placé en famille d'accueil une partie de son enfance. C'était quelqu'un qui avait souffert dans sa jeunesse, qui a appris à se débrouiller tout seul. Il voulait montrer à sa mère qu'il pouvait réussir sa vie sans elle, quelque part. C'était un peu une revanche de la vie, en fait. Il voulait montrer aux gens que voilà, il était loin d'être bête. Ce besoin de reconnaissance, il le comble en fondant sa famille. Le mariage des Jubilard en 2013 a d'ailleurs laissé un souvenir particulier à Béatrice. Elle a travaillé en binôme avec Delphine pendant 10 ans, de nuit, à la clinique d'Albi. On était 4 collègues à avoir été invités. Elle était belle, elle était épanouie, elle était jolie comme un cœur. Ouais. Et son mari, comment vous l'avez trouvé, vous? Normal. C'est quelqu'un, il faut que je me montre, il faut que, voilà. Je suis là, j'existe. Arrivé à son mariage avec une Ferrari, sachant qu'on fait un mariage avec 25 personnes. Le couple a 2 enfants. Delphine s'épanouit dans son rôle de mère. C'était une maman formidable, c'était quelqu'un qui aimait ses enfants, qui adorait ses enfants, qui aurait tout fait pour ses enfants. Elle faisait des gâteaux, elle nous disait ben, j'ai fait ci, j'ai fait là. Ses enfants, c'était sa vie. La jeune infirmière fait l'unanimité dans son entourage. C'était un amour. J'ai passé des nuits avec elle, mais à rire. Et pourtant, le travail était dur parfois. Mais on a vécu beaucoup de choses ensemble. C'est une personne qui a la joie de vivre. Elle aime ses bébés, elle aime ses copines, elle aime son boulot plus que tout aussi. Une personnalité à la fois lumineuse et secrète. Elle évoque très peu sa vie de couple avec ses amis. Sa cousine Mallory est l'une des rares à qui elle se confiait parfois. En 2018, j'ai passé une soirée avec elle. On était partis dans un bar-café, dans un café-club, quoi. Et puis, à un moment, je lui ai posé la question. Je disais, toi, ça va, toi, dans ton couple en ce moment? Et elle me dit, non, ça va pas. J'ai envie de divorcer.
Au cœur des frictions, cette maison que Cédric Jubilard, artisan plaquiste, avait promis de construire lui-même. Cela fait presque 10 ans que les travaux traînent. La piscine dont il parlait, plus personne n'y croit. À la place, dans le jardin, de la ferraille, des jouets abandonnés, un chantier jamais achevé. Delphine est exaspérée. C'est vrai que cette maison détonne complètement dans le lotissement de Cagnac-les-Mines et semble avoir cristallisé beaucoup de tensions dans le couple. À l'évidence, ça n'est pas le seul motif de la séparation, mais en tout cas, c'est la partie émergée, je dirais, de l'iceberg. Elle en avait marre, tout simplement, de la maison qui n'avançait pas et de son mari. C'est elle qui rapportait l'argent, c'est elle qui habillait les enfants, c'est elle qui payait le crédit de la maison, qui payait tout, quoi. Plus s'occuper des enfants, je me rappelle qu'elle le disait souvent. Elle disait, à la maison, j'ai 3 enfants. Delphine lui reproche de ne pas tenir ses engagements au niveau professionnel, de ne pas avoir de CDI. Le couple vacille un petit peu et c'est à ce moment-là que Delphine rencontre celui qui va devenir son amoureux à partir de l'été 2020. Car Delphine a un amant au moment de sa disparition. Cette relation s'est nouée sur un site de rencontre sur lequel la jeune femme s'est inscrite. C'est d'abord une relation épistolaire qui s'installe. Ils échangent des messages pour apprendre un peu à se connaître et puis des rencontres ont lieu. Puis cette relation sentimentale gagne en intensité. Ils s'écrivent matin, midi, soir, même la nuit. C'est une sorte de fièvre amoureuse qui s'est emparée d'eux. Vous aviez remarqué un changement de comportement? Est-ce qu'elle se faisait plus attention à son apparence? Ah oui, ça par contre, oui. Oui. C'était la petite poupée. Je dis, t'as maigri? Oui, je fais du sport. Vous voyez, un petit changement quand même de la femme qui était je suis juste bien dans ma vie et voilà, à la femme c'est ça y est, déterminé, ça y est, là je suis bien, je reprends ma vie en main, quoi. Delphine dit à son mari qu'elle veut qu'ils se séparent au cours de l'été 2020 et il n'est pas d'accord. Il n'arrêtait pas de lui crier son amour par message interposé. Il a essayé par tous les moyens de la récupérer, jusqu'à la surveiller, la géolocaliser. Un homme jaloux, mais ce qui inquiète les enquêteurs, ce sont ces auditions de plusieurs témoins. Au moins 5 personnes rapportent avoir entendu Cédric proférer des menaces de mort à l'encontre de sa femme. Un membre de la famille Jubilard décrit sur France Bleu ce climat très pesant. Déjà avant la disparition, vu les tensions et tout, plusieurs fois on l'a entendu dire lui à sa mère, oui je vais la tuer, je vais l'enterrer, personne ne va la retrouver. Elle veut me quitter, elle veut demander le divorce. Donc déjà il savait qu'il allait tout perdre, il savait qu'il allait devoir recommencer de tout le début. Pour lui Delphine c'était elle le pilier, c'était elle qui faisait tout, il avait tout grâce à elle, donc du jour au lendemain se voir perdre tout, ça peut rendre fou un homme. Delphine avait prévu de partir après les fêtes. Le 15 décembre, elle décide d'ailleurs de clore le compte commun. Cette séparation imminente aurait-elle poussé Cédric Jubilard à s'en prendre à sa femme? Dans l'immédiat, les gendarmes n'ont aucun élément matériel qui leur permettrait de l'interpeller. Ils vont le surveiller de près pendant plusieurs mois. Ce 23 décembre 2020, 8 jours après la disparition, les gendarmes organisent une battue citoyenne. Cédric Jubilard se fait discret. Il est engoncé dans sa parka, avec son bonnet, la tête baissée. Il se refuse à tout commentaire, il parlera à aucun média. Il a de suite une attitude très renfermée. L'affaire commence à prendre de l'ampleur. Plus de 1000 personnes convergent des environs à Cagnac-les-Mines. Bonjour, vous êtes combien? Vous êtes 3, 4, mais 4, vous allez partir sur le 4.
C'est dur de réaliser 1000 personnes, mais pourquoi? Mais on cherche quoi? Là, on n'est plus dans le « elle s'est fait mal, il faut chercher Delph parce qu'elle s'est fait mal en courant ». Voilà. On la cherche peut-être plus juste blessée. Amy accompagne Cédric pendant une partie de la journée. Non, pour moi, je vais pas vous mentir qu'au début, c'était vraiment plus lui. La battue et tout ça, c'était pour moi, il me faisait de la peine. Je me suis dit, elle est pas là. Maintenant, toi, en tant qu'ami de Delph, c'est à toi de l'épauler, c'est à toi de... Il te faut être là pour lui et tout ça. Autour d'eux, l'ambiance est particulière. Comme s'il y avait deux clans. D'un côté, il y a les amis, la famille de Delphine, et de l'autre, il y a les proches de Cédric. On sent voilà, que les gens ne se mélangent pas, c'est pas l'entente joviale. Donc Cédric et une partie de ses proches vont arrêter les recherches l'après-midi. Visiblement, la tension est trop lourde, il y a des regards qui ne plaisent pas. Ces soupçons autour du mari de Delphine, les enquêteurs les renforcent les jours suivants, en revenant fouiller de fond en comble le domicile des Jubilard, placé sous scellé. Ils passent la maison au Blue Star, ce produit qui permet de détecter les plus infimes traces de sang. Ils scannent les murs et le sol. Cagnac-les-Mines observe, sidéré, les va-et-vient des experts de la gendarmerie. Il y a un vrai bruit de fond autour de la personne de Cédric Jubilard. Ça va très vite sur les doutes autour de son tempérament explosif, de son portrait, fumeur de joint, pas très travailleur. Tous ces regards qui se tournent vers lui, il semble les fuir pendant les premières semaines. Mi-janvier, ce journaliste tente de l'approcher. Bonjour monsieur Jubilard, je vous dérange pas trop? Bonne journée, au revoir. Bon, vous avez encore de l'espoir quand même? Dans quel état d'esprit vous êtes? Au revoir. Vous voulez pas 30 secondes? Non. Il ne parle presque pas à la presse, mais quand il s'adresse à nous, journalistes, c'est assez maladroit, c'est à la prochaine, à la revoyure. Enfin, il y a quelque chose d'assez étonnant dans ce personnage. Fin janvier, quand il réintègre son domicile, il construit à la hâte ce mur devant chez lui. Ce mur de parpaing, c'est la carapace de Cédric Jubilard, c'est sa manière de dire ne rentrez pas chez moi, ne me regardez pas chez moi. C'est Cédric qui dit non, je ne vous parlerai pas. Un homme sous pression qui se sait suspect numéro 1, surveillé de près par les gendarmes. Dès le premier jour, un tracker est placé sur le véhicule de Cédric Jubilard. C'est-à-dire qu'à partir du 16 décembre 2020, on connaît le moindre de ses déplacements. Son téléphone est surveillé H24. Et pendant 6 mois, aucun déplacement n'a été suspect. Il a 6 mois pour faire disparaître des preuves, remettre une scène de crime en ordre ou que sais-je. Il ne fait rien. Ce qui apparaît en revanche, c'est qu'il se fait vite à sa nouvelle notoriété. Ronan Folgoas l'a rencontré à plusieurs reprises alors que l'enquête semblait patiner. Quelque part, il devient le centre du monde. Ça lui plaît d'une certaine manière. C'est peut-être après ça qu'il a toujours couru. En tout cas, il s'amuse de ça. Il dit qu'il est devenu le mec le plus connu du Tarn. Pour prouver son innocence, Cédric Jubilard joue plus que jamais de son goût pour la provocation. Quand les gens, par exemple, lui demandent si il y est pour quelque chose dans la disparition de sa femme, il dit « bah oui, évidemment, c'est moi, évidemment que je l'ai tué ». Mais d'une telle manière qu'on comprend exactement l'inverse. Donc il retourne comme ça, il paraît sans filtre, il paraît complètement décomplexé. Et du coup, quand on sort d'une discussion avec lui, on se dit non, c'est pas lui. C'est pas lui. Ou alors si c'est lui, il est extrêmement fort. Extrêmement solide. Cédric Jubilard va souvent très loin.
Grâce à une écoute téléphonique, les gendarmes surprennent une étrange conversation avec sa demi-sœur. Ils se vantent sur le ton de la plaisanterie de pouvoir lui expliquer comment se défendre au lycée si elle a besoin. Et Nola, de toi à moi, je suis le meurtrier parfait pour l'instant. N'oublie pas que j'ai commis le crime parfait. Si tu as besoin de conseils... Cet aplomb, ce détachement, plusieurs femmes peuvent en témoigner. Car Cédric Jubilard fait des rencontres dans les mois qui suivent la disparition de Delphine. Sur les réseaux sociaux, des internautes le contactent pour le soutenir, dont cette femme que nous appellerons Sandra. Elle est l'une de celles qui ont noué une relation virtuelle avec lui. Il avait des femmes en ligne tous les soirs et il rigolait avec elles, il les appelait et après il se vantait que pour lui c'était un peu comme ses prétendantes, c'était son harem. Chez lui c'était techno à fond, rap US. Il recevait des potes, il prenait l'apéro, enfin il vivait sa meilleure vie quoi. Il disait qu'il s'était senti bridé par une femme pendant des années et il voulait pas que ça recommence. Selon Sandra, il prête beaucoup d'attention à ce qui se dit sur Internet autour de l'affaire. Il disait qu'il envoyait des gens sur les réseaux sociaux en sous-marin pour recueillir tous les propos à son encontre. Il disait que comme ça, il allait pouvoir porter plainte pour diffamation et qu'avec ça, il finirait de payer sa maison. Les gens qui parlaient sur lui, pour lui, c'était des jaloux. Moi, je me suis posé la question, jaloux de quoi ? Tu viens de perdre ta femme, tu sais pas où elle est, enfin bon, franchement... Un comportement déconcertant, en privé comme en public. Que ce soit lors de la battue organisée pour les 5 mois de la disparition de Delphine, ou lors de la marche blanche, à l'initiative des collègues de la clinique, Cédric Jubilard semble en retrait, peu concerné. Il envoie même des messages moqueurs à certaines amies de Delphine. Ce qui m'a fait rire, c'est votre façon de parler, de rire ou de pleurer avec vos t-shirts et banderoles. Vous n'êtes qu'une bande de dindes, gloussant devant les caméras. Vous faites pitié. Il nous a, oui, il faut dire, nargué, alors qu'on cherche sa femme quand même. Enfin, c'est pas logique. Il publie aussi une photo de profil qui les choque, lui et sa nouvelle compagne. Mais bien sûr que faire profil bas était une autre solution, mais chacun réagit comme il peut. Mais moi, j'ai pas envie de vous parler de ce qui s'est passé après. Que s'est-il passé dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 ? C'est ça qu'il faut qu'on nous démontre. Pas qu'ensuite, il a publié une photo de sa compagne sur Facebook, ça on le sait, j'ai pas besoin qu'on me le démontre. C'est maladroit ? Oui, c'est maladroit. Ça fait de lui un coupable ? Non. C'est un élément de preuve ? Non. Il s'est chamaillé, ils se sont échangés des messages désagréables avec les amis et l'entourage de Delphine Jubilard. C'est un élément à charge ? Non. C'est un élément de culpabilité ? Non. Que s'est-il passé du 15 au 16 dans cette nuit-là ? C'est la seule chose qui doit nous animer. Moi j'ai toujours dit, bon, il a un sale caractère, mais quand même, même si lui et moi, on n'était pas les meilleurs amis du monde, en fait, je voulais pas me dire qu'il pouvait faire du mal réellement à Delph. Et ça a changé à quel moment ? Vraiment, quand le procureur il a parlé. Palais de justice de Toulouse, le 18 juin 2021. Le procureur de la République s'exprime pour la première fois sur l'affaire. Une conférence de presse retransmise en direct, Cédric Jubilard sort de garde à vue. Monsieur Cédric Jubilard a donc été présenté aujourd'hui devant les 2 juges d'instruction co-saisis. Il a été mis en examen pour homicide volontaire par conjoint et il vient d'être placé sous mandat de dépôt. Il est incarcéré à la maison d'arrêt de Cesse, au sud de Toulouse, en détention provisoire. L'artisan plaquiste a beau clamer son innocence, ses explications n'ont pas convaincu les magistrats instructeurs.
2 jours plus tôt, il a été interpellé à la pause déjeuner sur un chantier sur lequel il travaillait à la sortie d'Albi. D'après le colonel qui dirigeait l'opération, il a accueilli les gendarmes avec le sourire. Cette garde à vue, elle intervient après 6 mois d'enquête. Toutes les autres pistes avaient été clairement étudiées. Le rôdeur, l'accident, le départ volontaire, le suicide, tout ça avait été méticuleusement écarté. Et il ne restait plus qu'une seule piste, c'était celle de Cédric Jubilard. Donc à ce moment-là, on passe à l'action. Je suis contacté aux alentours de 13h, ce 16 juin 2021, pour le placement en garde à vue de Cédric Jubilard. Il faut imaginer donc que la gendarmerie de Gaillac a été intégralement réquisitionnée et toute activité était reportée sur des gendarmeries voisines. Il y a 3 aides. Une pour chacun des gardés à vue, Cédric Jubilard, sa mère, son beau-père. Et au centre de tout cela, il y a une bonne dizaine de gendarmes qui visionnent en temps réel ce qui se dit dans chacune des pièces d'audition. C'est un centre opérationnel et qui coordonne les questions qui sont posées aux uns et aux autres. Le numéro de cirque était parfait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un trapèze qui a bougé, il n'y a pas un éléphant qui a mis une oreille de travers. Tout était parfaitement organisé, la parade était parfaite. Pendant près de 48 heures, les enquêteurs soumettent Cédric Jubilard à un feu roulant de questions. La nuit du 15 au 16 décembre, est-il sûr qu'il n'y a pas eu de dispute entre lui et sa femme? Car certains témoignages laissent supposer le contraire. Pourquoi a-t-il appelé si vite la gendarmerie? Pourquoi son téléphone semble-t-il éteint entre 22h08 et 3h53? On sait, que ce soit Delphine ou lui, ont une utilisation assez frénétique du téléphone portable. Bon, on ne comprend pas pourquoi son téléphone, tout d'un coup, n'émet aucun son, aucune image. Pourquoi a-t-il assuré que le divorce se passait bien alors que l'entourage dit l'inverse? Que savait-il réellement des projets de sa femme? Ils ont mis tout en œuvre pour essayer de casser l'armure. Au fur et à mesure de ces incohérences-là, ils s'adaptent. Ils trouvent toujours un élément de réponse pour recoller les morceaux. Et il faiblit pas, il faiblit pas. Lorsqu'on a construit un dossier suffisamment solide, lorsque l'on a recueilli suffisamment de preuves pour accuser quelqu'un, mais on n'a pas besoin qu'il avoue. Sa culpabilité, on l'a. Lorsque tout un dossier repose sur l'aveu de mise en cause, c'est que le dossier est vide. Les juges d'instruction voient les choses autrement. Selon elles, il existe suffisamment d'indices graves et concordants à l'encontre de Cédric Jubilard. Elles vont le mettre en examen pour le meurtre de son épouse. Cagnac-les-Mines retient son souffle. L'après-midi même, le procureur dévoile certains de ses indices. Lorsque les gendarmes arrivent, vers 4h50, ils trouvent M. Jubilard occupé à déclencher une machine à laver, dans laquelle se trouve la couette du lit sur lequel dormait Madame Jubilard. Cédric Jubilard a-t-il cherché à effacer des preuves? Des traces de sang ont été retrouvées sur son pyjama, ainsi que sur la couette du lit et dans l'eau présente au fond du siphon de l'évier. Les enquêteurs ont déterminé de manière formelle que 2 voisines, une mère et sa fille, à 23h07 très précisément, vont entendre en direction du domicile de la famille Jubilard des cris stridents et de détresse d'une femme qui vont effectivement les interpeller et qui vont progressivement disparaître et s'arrêter dans la nuit. Outre ces cris de détresse, les enquêteurs ont retrouvé les lunettes cassées de Delphine. Autant d'éléments pouvant attester d'une dispute le soir de sa disparition.
Cédric Jubilard a désormais 3 avocats. Il n'a pas les moyens de les payer, mais ce dossier médiatique les intéresse. Ils ont épluché la procédure, des milliers de pages de procès-verbaux qui détaillent les recherches des gendarmes, les échanges de SMS, les auditions des témoins. Ils se réunissent pour affûter leurs arguments. La conférence de presse du procureur leur est restée en travers de la gorge. Le premier mensonge, c'est de dire on attend qu'il est en train de s'affairer. Mettre en marche la machine à laver. En marche la machine pour laver la couette. C'est 34 heures après qu'il constate que la couette n'est plus sur le canapé. Donc à un moment donné. Non, mais en plus, surtout, les gendarmes sont quand même interrogés très précisément là-dessus. On leur demande est-ce que vous avez entendu une machine à laver pendant tout le temps où vous étiez là, donc de 4h50 à 8h du matin, fonctionner. Et les 3 disent non, parce que vu qu'elle est juste à côté de là où on se situe, on l'aurait entendue. Elle est dans le séjour, c'est une pièce unique. C'est une pièce unique, ouais. Donc si une machine tourne à ce moment-là, forcément on l'entend. Leur méthode, décortiquer point par point les éléments à charge présentés par les enquêteurs. Selon eux, ils font fausse route depuis le départ. Parce que dans leur thèse, si la voiture elle a bougé, c'est qu'ils auraient déplacé le corps, ils ont tout analysé, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ouais. Puis, pas le moindre élément. Elle est enterrée au fin fond d'une forêt, il n'y a pas de traces de boue sur les pneus, il n'y a pas de traces de boue sur le tapis de sol, il n'y a pas de traces de boue sur ses chaussures, et il n'y a pas de traces de nettoyage non plus, parce que s'il avait nettoyé de ses vêtements ou des chaussures ou les pneus de la voiture elle n'était pas propre. Ça serait étonnant de voir des pneus absolument impeccables. Donc, c'est vraiment pas cohérent. Il n'y a absolument rien contre Cédric Jubilard. Le contexte, il est ce qu'il est. Cédric Jubilard est également ce qu'il est. Le problème, c'est que ça n'en fait qu'un coupable idéal à défaut d'autre chose. Et c'est pas un concours de popularité, la justice. Ça n'est pas ça. Et ça n'est pas suffisant pour maintenir quelqu'un en détention. À la maison d'arrêt de Cesse, Cédric Jubilard est à l'isolement en raison du caractère médiatique de l'affaire. À plusieurs reprises, ils ont demandé sa remise en liberté, sans succès. Comme ce jour-là, en appel devant la chambre de l'instruction. Présent à l'audience, mais très discret, l'un des frères de Delphine. La famille de l'infirmière reste en retrait, concentrée sur la protection des enfants du couple. Leur avocat traduit leurs sentiments. On n'a pas à prendre position sur la détention de Cédric Jubilard. Maintenant, il y a plusieurs indices qui s'enchevêtrent les uns aux autres et qui, agglomérés, joints, font qu'il existe des indices graves et concordants à l'encontre de Cédric. Il faut laisser la justice suivre son cours et que l'instruction puisse se dérouler de manière sereine. Après 3 ans d'enquête, les 2 juges d'instruction ont acquis la conviction que Delphine Jubilard n'était pas partie volontairement de chez elle. Elle n'avait aucune raison de partir sans en informer personne. Sa disparition ne peut être que le résultat de l'action d'un tiers. Logiquement, les magistrats instructeurs ont demandé le renvoi aux assises de Cédric Jubilard. Je connais le comportement de Cédric, je sais comment il est et il restera dans son silence s'il a fait quelque chose et il ne dévoilera pas. Personne n'a aucune emprise sur lui à part lui-même. Il a un caractère de malade. Il a peur de personne. Je ne l'incrimine pas du tout, mais voilà. S'il était capable de faire ça, il est capable de jouer avec les flics, ouais. Le corps de Delphine n'a jamais été retrouvé. Il se trouve probablement dans les environs de Cagnac-les-Mines, mais la zone est accidentée. C'est pourquoi, pendant des mois, les amis de la disparue ont ratissé la campagne. Ça va assez loin, t'as vu? Chaque semaine, ils ont examiné la moindre piste. Amy était là tous les jeudis. Elle a mobilisé les volontaires qui parfois venaient leur prêter main forte dans les forêts ou au bord du Tarn. Savoir ce qu'est devenu son ami a tourné à l'obsession. Bon, on pense qu'à ça. C'est tout. Franchement, il n'y a même plus de... C'est même plus une vie.
C'est se lever le matin à penser tout en elle, se coucher, dormir, t'en rêves la nuit. La chercher, c'est tout ce qu'on peut faire, quoi. Donc, mais oui, c'est démoralisant quand même, à force. Mais ça n'empêche qu'on ne lâchera pas non plus. Ouais. Non, non. Ces recherches, c'est aussi ce qui leur a permis de tenir en attendant la tenue du procès.